La pandémie est un point de rupture. On ne peut pas renommer ce point de rupture-là. Il est nommé et a été vécu. L'année qu'on vient de passer a mis en évidence le silence, la solitude, la réflexion, le besoin d'être avec l'autre, donc le sentiment amoureux ou le sentiment d'amitié ou la famille. Beaucoup de gens ont défié les normes sanitaires parce qu'ils voulaient être ensemble. La vie ne connaît pas de repos, l'art ne connaît pas de répit, la beauté est sans compromis. Du moment que tu fais de l'art, tu crées de la vie. Tu mets en action des choses mystérieuses, conscientes, inconscientes, que tu penses contrôler, que tu es comme dépassé, et tout ça, c'est de la vie. Et quand c'est fait d'une façon sincère, noble, quand c'est pas fait dans un esprit de domination de l'autre, puis ça crée de la beauté. Donc, tout ça s'interpénètre, tout ça se choque, et tout ça crée de l'inattendu, et ça sera jamais terminé. On a commencé le processus à l'été et en septembre, on est parti en résidence à Gaspé. Et vu que le show porte beaucoup sur la nature vibratoire du son et les pulsations, l'espèce de ripple effect que ça peut avoir dans l'espace, des collisions qu'on lancerait dans l'air et qu'on recevrait dans notre squelette, on s'est dit qu'on irait travailler sur la plage et un peu s'inspirer des vagues, mais aussi des rochers qui, au lieu de se sculpter, se laissent sculpter par la persistance des vagues. Fait que l'idée de départ, c'était vraiment de construire un show qui est là pour renforcer le squelette. Donc c'était vraiment l'idée d'une espèce de pratique bienveillante qu'on ferait ensemble pour nous rendre plus forts. Il y avait cette notion de conduction osseuse. Je lisais à propos de ça, le fait que le son voyage à travers le squelette et c'est une façon d'entendre et que tous les os du squelette sont faits en spirale afin de faire voyager le son. Et que c'est la nature vibratoire du son qui donne des chocs constants, ou qui fait shaker le squelette, et que ces chocs, au lieu de nous détruire, sont des chocs édifiants. C'est ce qui nous construit, au fait. Bien, comme c'était un processus qui a été fait entièrement durant la pandémie, on ne se touchait pas vraiment dans le processus, on gardait une certaine distance et on cherchait des moyens de rentrer en collision les uns avec les autres sans se toucher. Et c'était comme en envoyant des ondes vibratoires dans l'espace, des pulsations, comme quasiment un certain rythme, un certain groove qu'on lançait dans l'espace et qu'on essayait de recevoir les uns les autres. C'est du travail d'énergie. C'est pas du travail narratif, c'est pas théâtral, mais c'est pas non plus complètement abstrait. C'est un travail d'écoute de l'un et de l'autre, d'écoute de soi et d'échange énergétique. Des constellations d'écoute, des façons d'écouter différentes et des façons d'être ensemble. Le son aussi prend une place immense dans le spectacle. Et comme dans tout mon travail, ça tient une place quasi aussi importante que la chorégraphie, que la lumière, que le vide, l'espace. La musique aussi, elle est vibratoire, elle est tout le temps en pulsation. La lumière aussi, on a trouvé des pulsations dans l'éclairage, dans la lumière. On a poussé loin la notion de fréquences différentes.
On est habillé en 3 couleurs, c'est-à-dire on est en jaune, rouge, bleu. Et ça aussi, ça a sa fréquence. C'est une pièce, ça a beau être un trio qui prend de la place, qui se déploie dans l'espace, qui se déplace, qui demande aussi un peu de vide autour. Parce que, encore une fois, il y a comme une espèce de réponse des chocs qu'on envoie, de vagues qui doit ne pas frapper un mur directement. Donc, il y a quand même un besoin, je sens un besoin d'une certaine hauteur de plafond, un besoin un peu de décollement des murs. Parce que j'aime beaucoup le vide entre les corps et voir l'espace se réduire et s'agrandir. La pièce commence dans un éclairage rouge, complètement rouge. On est baigné dans le rouge. Mais c'est pas agressif du tout, c'est comme apaisant même, je dirais. Donc au début, on est comme tous un peu de la même couleur. Puis quand tranquillement l'éclairage devient blanc, ça révèle les 3 teintes. Je trouve que ça fait référence à la polyphonie. Chaque personne émet une certaine fréquence, une certaine vibration. Je nous vois plus comme des électrons libres et donc pouvant affirmer ce qu'on est au moment où on l'est à chaque instant. On marche ici sur le territoire de Montréal sans trop se demander qu'est-ce qu'il y avait en dessous de nos pieds avant où on marche aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'a amené à cette performance-là. Sur ces arbres oubliés là, sur les arbres partis à la dérive, sur les aînés qui disparaissent trop vite, sur la mémoire, sur le territoire. Puis en même temps, moi j'ai rêvé que je créais avec Jacques. J'ai appelé Jacques, j'ai dit hey, « Jacques, j'ai rêvé que je créais avec toi. » Ah oui, t'as rêvé que je criais avec toi. Je dis pas crier, créer. Oh oui, crier. Je dis non, créer. Crier ensemble. C'est bon, on va crier ensemble. Je dis OK, bon, mais c'est bon, on va crier ensemble pour le territoire, tu sais. Mais c'était le fun parce que ça a amené à cette rencontre-là par le rêve aussi, à travers les arbres. Puis plus j'y pensais, plus je trouvais que ma présence physique, moi, était pas nécessaire. Puis, j'ai pensé à Razily. J'ai eu un flash de la voir avec Jacques. Puis, j'avais envie de la mettre en scène. Pour toutes les fois que je me suis mis en scène avec son aide vraiment précieuse, avec ses conseils, avec son œil extérieur, avec tout ça. Fait que j'avais envie de la mettre en lumière puis qu'elle soit pas juste dans l'ombre. Puis juste de réfléchir à la présence de Razily puis Jacques, j'en avais des frissons. Fait que je me suis dit, OK, bon, c'est ça. On n'est plus connecté avec nos aînés, ou en tout cas pas assez. Comme on n'est plus connecté avec notre territoire. Puis s'il y a quelque chose qui ressort depuis 1 an, c'est ça, c'est le besoin d'être connecté au territoire, puis à nos ancêtres, à notre mémoire, Puis moi, j'ai envie de voir d'autres corps sur scène aussi. J'ai envie de pouvoir me projeter autrement, tu sais. On a le goût de voir d'autres corps, d'autres gens, d'autres corps, d'autres âges. On veut se voir à différents stades aussi, tu sais, puis on veut être inspiré autrement. Il y a 3 protagonistes. Il y a Razily et Jacques, mais il y a aussi un arbre par terre, un arbre qui vient de mon territoire, du Piekouagami, qui va parler aussi d'une certaine manière. Juste en étant là, il parle de sa présence. Au moment où on commence la performance, où le soleil est encore là, puis de voir la transition qu'il y a de moins en moins de lumière, mais il y a une lumière artificielle qui arrive, mais qui montre aussi une autre couche avec ces ombres qui bougent, qui apparaissent, qui fait que ces 2 personnes-là sont plus seulement 2, mais il
il y a plusieurs êtres qui sont autour d'eux aussi, qui sont un et multiples à la fois. Nechita, ça veut dire il a tout détruit, saccagé sur son passage. C'est pas une performance sur la destruction, mais c'est une performance sur la mort, d'une certaine manière. Mais c'est un cycle. On entre du jour vers la nuit, entre le monde des vivants, le monde des morts, entre la ville, la nature, c'est l'entre-deux mondes qui m'intéresse là-dedans. Puis je pense que de dire qu'il a tout saccagé ou on a tout saccagé sur notre passage, c'est pas de dire, de pointer du doigt, c'est pour parler du cycle. J'aime la double posture là-dedans, dans le fond, de se dire que oui, on a tout saccagé, mais ça veut pas dire que tout ne peut pas être reconstruit d'une certaine manière. La nature prend toujours le dessus. Puis les esprits ou l'autre monde est encore là. Il y a pas... il y a plus qu'une couche. Je parlais à Razili puis Jacques, puis je leur disais justement que ce qu'on veut qu'ils ressentent quand ils mettent le pied par terre à cet endroit-là, c'est tous les autres pieds qui se sont posés là, mais aussi tous les arbres qui étaient là avant. T'sais. Ceux qui ont été coupés ou ceux qui ont tombé, ceux qui ont repoussé avant même d'être coupés, d'être enlevés. C'est d'incarner ou d'aller chercher l'énergie de toute cette nature-là, puis tous ces gens-là qui ont passé par là. Le cosmos est tout ce qui est, tout ce qui était et tout ce qui sera. En 1977, il y a 2 sondes qui ont été envoyées dans l'espace, les sondes Voyager. C'est des sondes qui devaient explorer les confins du système solaire, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. C'était une énorme mission scientifique, mais à la fin de la mission, ils se sont dit, bien, la sonde va dériver pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on fait avec cette sonde-là quand la mission va être terminée? La NASA avait déjà travaillé avec l'astronome Carl Sagan sur quelques autres messages qui avaient été envoyés dans l'espace. Le premier message, c'était sur la sonde Pioneer, qui a été envoyée en 1972. Ils avaient mis une plaque qui avait été dessinée par la femme de Carl Sagan, Linda Salzman Sagan, et par Frank Drake, le collègue aussi de Carl Sagan, un astrophysicien. Il y a eu plein de problèmes entourant le message. On s'entend que faire l'unanimité avec une plaque, c'était pas facile. Donc là, quand ils ont envoyé les sondes Voyager en 1967, ils se sont dit, ah ben on pourrait réenvoyer un autre message, mais plus complexe. Ils ont réalisé que pour le même poids et la même grosseur qu'une plaque, ils pouvaient envoyer un disque où ils pourraient mettre des sons, de la musique et encoder des images aussi en son. Et donc, c'est le Golden Record qui a été créé par un comité de 6 personnes. Donc, c'était les 3 mêmes personnes, Carl Sagan, Frank Drake, Linda Salzman Sagan. À ça s'est ajouté Timothy Ferris, qui était journaliste pour les Rolling Stones, Anne Druyan, qui était la fiancée de Timothy Ferris, qui était autrice de fiction. Ouais. Puis John Lomberg, lui, c'était un artiste visuel qui était spécialisé dans la représentation du cosmos par le dessin. Donc, ils ont eu 6 semaines, un budget extrêmement réduit pour créer ce disque-là qui allait résumer l'humanité, puis qui allait être à la fois un message envoyé aux extraterrestres. Ça a l'air un peu farfelu aujourd'hui, ce type d'entreprise-là, mais c'est extrêmement sérieux. Quelque part, dans l'immensité et l'éternité, se trouve notre minuscule maison planétaire, la Terre. Nous vivons dans une époque de grand danger, où nous craignons à chaque instant notre disparition. Carl Sagan était un grand activiste antinucléaire et donc il y avait cette espèce de peur on a besoin de parler à une civilisation qui est supérieure à nous. Ça pourrait être notre planche de salut comme humanité. En même temps, il y avait l'idée que l'espace, c'est comme un sac sous vide
les choses peuvent être préservées excessivement longtemps. Donc, cette sonde-là, qui a une durée de vie de 5 milliards d'années, si on lui appose quelque chose, ça pourrait être la dernière trace, la seule et unique trace laissée par l'humanité après la disparition de l'humanité et même de la Terre. Hello from the children of planet Earth. Kay Pachamantna, Pitapas, Maitapas, Rimapayast, Runasimite. Hola y saludos a todos. Puis donc, ce projet-là, on a nos 5 acteurs dans le show qui sont en 2021 puis qui se posent, qui ont la même angoisse de disparition. On a quand même, on a remplacé le désastre nucléaire par le désastre climatique quand même. Il y a eu un glissement, mais on est encore dans la même peur de disparaître qu'à l'époque. Ils écoutent le disque, ils regardent les images qu'il y a dessus, ils se posent des questions. Pourquoi ça a été mis là? Ils sont à la fois ceux qui explorent le contenu du disque, mais en se posant ces questions-là, ils se posent les questions que l'équipe de Sagan s'est posées à l'époque. Pourquoi telle image? Pourquoi on les met en relation avec telle autre image? Quelle chanson commence le disque? Laquelle termine le disque? Donc, ils sont sur ces deux époques-là en même temps. D'ouvrir ce disque-là, puis de regarder les images, d'écouter ces sons de la Terre-là, tout à coup, ça fait de nous le destinataire du disque. Puis c'est ces espèces de rapports-là qu'on creuse avec le spectacle. Oui, bonjour. Est-ce que je peux avoir la chambre de Carl Sagan, s'il vous plaît? Va falloir leur dire. Après le lancement. Dans 3 semaines, 3 mois. 3 jours. À 13h. OK. Ils s'amusent à jouer, en fait, ça a été quoi la fabrication du Golden Record et ça a été quoi les relations interpersonnelles. Puis là, on se rend bien compte que même quand on a un désir, disons, de représentativité, d'impartialité objective de la Terre, ben la subjectivité rentre là-dedans, le relationnel, l'affect, tout ça. Fait qu'on s'amuse beaucoup avec ça, puis avec cette ambiguïté entre acteur-personnage pendant tout le spectacle. On prend ce disque-là, qui est possiblement l'œuvre la plus éternelle qui a été créée sur Terre. C'est ce qui va demeurer de l'humanité, mais on l'explore à travers le théâtre, le médium le plus éphémère, le plus campé dans le présent. Boat, en fait, ça vient du terme bateau, mais B-O-W, c'est également s'incliner, c'est remercier. En anglais, c'est la proue d'un navire, c'est aussi un arc. En créole haïtien, c'est mbao, ça veut dire je te donne. Souba, c'est à côté de, ou beau, c'est donner un baiser. Donc, c'est l'ensemble, la somme de ces vocables-là qui sont mis ensemble pour simuler le mouvement bien sûr de la traite négrière, mais le mouvement aussi entre l'histoire et le présent et l'héritage colonial qui continue de bouger encore jusqu'à aujourd'hui. Le boat Tiohtià:ke est la 9e mouture. On s'ancre dans tout ça pour le Boat Trail dans une pratique chorégraphique documentaire, ce qui veut dire que chacune des escales de 30 jours, je m'intéresse vraiment au fondement de l'humain, à la rencontre avec l'histoire, le présent, mais également les rythmiques qui sont nés sur le continent, qui ont été déportés avec les corps de ces humains, qui ont été déshumanisés, mais qui ont résisté, qui ont usé de leur génie créatif pour lutter, et qui, une fois arrivés dans ces différents territoires des Amériques, se sont recréés au niveau rythmique, spirituel, mental et j'en passe, social. Il y a toujours le même canevas. Donc, l'œuvre Boat, l'essence des 3 boîtes, mon corps, et se rattacher à 1 jusqu'à X musiciens. Tiohtià:ke, c'est l'œuvre où il y a le plus de musiciens sur scène. On parle de 4 musiciens et musiciennes.
Rattaché à ça, il y a des témoignages que je vais récolter auprès de porteurs et de porteuses de savoir qui peuvent être citoyens, monsieur, madame, tout le monde, mais également des gens, des spécialistes qui vont être anthropologues, historiennes, enseignantes, intervenants sociaux, avocats, etc., qui me permettent vraiment de prendre le pouls entre le passé et le maintenant. Lorsque j'interviewe quelqu'un, quand la personne me parle, dans ma tête, il y a vraiment des chorégraphies qui se créent. Il y a une femme que j'ai interviewée qui m'a clairement dit, bien, à la toute fin, quand t'en viens à lutter, quand t'en viens à résister par rapport au racisme systémique, par rapport à ces murs qui se hissent, même quand t'es rendu dans une position dite de pouvoir, quand ces murs-là se hissent, ce qui te reste à faire, c'est t'asseoir sur le feu. Puis cette phrase-là, c'était la dernière phrase de l'entrevue, parce que moi, je lui disais « merci beaucoup, on se reparle bientôt », puis elle m'a sorti cette phrase-là à la toute fin, et ça a été l'axe central de la dernière pièce du triptyque qui s'appelle « Chita Dandife », s'asseoir sur le feu. C'est en fait beaucoup né de ce qu'elle m'aura dit, cette femme. Donc, quand je reviens en studio, et que je partage aux musiciens et musiciennes ce que moi, je me rappelle, et on parle bien sûr de la tradition orale. Hein, donc, c'est une continuité de la tradition orale. Je reçois une information, je transfère l'information aux musiciens et musiciennes et je regarde qu'est-ce que ça résonne chez eux, qu'est-ce qu'il y en est. Et c'est notre rencontre ensuite, notre émotion aussi, parce que ça fait monter beaucoup de feu. Bien, souvent, j'arrête la conversation, on rentre dans la rythmique, dans l'œuvre et en est une signature qui souvent reste assez intacte. Ce qui est troublant quand on fait le boat trail, c'est qu'on accepte de mettre sa tête dans le pire des traumas de vie d'un peuple. Un des pires traumas. Une des plus grandes injustices. Donc, on parle bien sûr de la traite négrière. C'est un génocide. C'est tout ce qu'on peut imaginer comme terme, là, c'est terrible. Ici, il y a une chose derrière tous les boat trails que moi, je me dis, hey, si je pouvais juste éteindre ce feu, pas l'éteindre, mais c'est ça. Que tout le monde puisse s'asseoir autour du feu et certains s'asseoir sur le feu. Ça permettrait peut-être d'équilibrer certaines choses. Et je dis le mot « équilibrer » parce que c'est pas terminé. Ouais. Un temps pour tous, c'est un spectacle qui met en scène 3 danseurs, danseuses hip-hop, Pax, Sanguine et Jigsaw. Et puis les musiciens viennent vraiment les suivre à l'intérieur de cette partition qui passe à travers différents états, différentes atmosphères. J'essayais vraiment avec ce spectacle de mettre en lumière ce que je trouvais d'incroyable chez ces artistes danseurs. Donc, c'est vraiment leur matériel. Il n'y a pas aucun mouvement de danse qui vient de moi. On a poussé des choses pour voir ensemble qu'est-ce qui nous parlait, qu'est-ce qui avait du sens, qu'est-ce qui prenait bien sa place. Puis à partir de là, c'était de créer une certaine partition qui avait une constante modulation énergétique, différentes ambiances. Dans les danses urbaines ou dans toutes les cultures plus folkloriques, en fait, qui sont plus en marge des institutions d'habitude, la danse, elle se partage constamment en conversation. Je danse un peu, tu danses un peu. Donc, il y a un caractère éphémère, il y a un caractère de là, le moment présent.
moi, ce qu'ils vivent est plus important que ce qu'ils montrent. Et puis, donc, oui, il y a une valeur esthétique, mais ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est que le public se mette dans la peau puis puisse traverser ce que les danseurs vivent, puissent ressentir la joie qu'ils vivent, ressentir la complicité, ressentir l'écoute, ressentir tous les micro-choix qu'ils prennent puis qui viennent altérer leurs émotions. On y découvre plein de subtilités, des types de jeux, des manières ritualistiques d'approcher le mouvement, de l'écoute, de la complicité. Puis pour moi, c'est toutes des choses très humaines et très belles que je voulais dévoiler dans un public plus large que ceux qui voient d'habitude les danses hip-hop. On voit énormément de la personnalité de chaque personne parce que c'est des danses qui se pratiquent beaucoup de manière autodidacte. Oui, il y a des cours qui se donnent, mais l'évolution réelle, la manière dont la communauté s'organise, c'est autour des sessions, des pratiques, des événements. Donc, les gens développent leur propre approche par rapport à leurs propres besoins. Puis moi, je pense que les danseurs et les danseuses qui m'attirent le plus, c'est des artistes que je vois qui sont vraiment à l'écoute d'eux-mêmes. C'est sûr que la virtuosité m'intéresse dans les danses, mais pour moi, j'aime quand la virtuosité permet d'atteindre des états, des plaisirs. Il y a une certaine satisfaction quand on accomplit quelque chose de précis, de difficile, de subtil. Donc, c'est pas la précision qui m'intéresse, mais c'est ce que ça fait traverser à la personne. C'est très important de garder le spectacle vivant parce que je pense que si on essayait de le préciser puis de l'encadrer tel quel, il finirait par faner au fil des représentations. Donc, de garder toutes ces poches de flou, ces poches d'air qui sont à remplir par l'écoute puis par la spontanéité, ça permet vraiment de rester éveillé, rester intéressé, rester engagé, puis garder ce thrill-là, que chacun se demande comment ça va sortir. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir parce que on rentre dans cette adrénaline et ce questionnement de qu'est-ce qui va se passer, comment on va résoudre ça ensemble, puis qu'est-ce qu'on va traverser en fait. Ça crée une excitation pour l'équipe autant que pour la personne qui le voit. Public-Private Parts ou L'Origine du Monde is a 3-channel video installation and a live dance performance for 3 dancers. It was created in conversation and collaboration with sex workers, with sex educators, and with artists in Montreal and Berlin. It was inspired primarily by this idea of intimacy, the parts of ourselves that we share and that we don't share, depending on the context. How are we in our private lives? How are we in our public lives? Why is there a division? And can we bring more of our private lives into public, and can we bring more of potentially our public lives into private so that we can be more whole? What is a woman? What is a man? How do men have sex? How do women have sex? It's porn tells us, like the mainstream porn tells us, and I think I know that there's so much more to it. The whole picture of bodies, everything, practices, what turns you on. We learn this from porn, and I think that's cruel when it's not enough.
my projects always begin with research. It begins with a question, it begins with question about the body, a question about the body in relationship to society. And so I don't think of artworks as being removed from society. I think of them as being in conversation with social issues, issues as a human society. You perform in queer feminist porn. Why? For me, it's a very big exploration of actually, like, you know, what it means to actually show yourself on screen, what it means to be intimate on screen. Like, what are you trying to portray? Sex workers can be considered by many as like the bottom of the social ladder. Why is that? Why do people cross so many societies and cultures and social classes want to debase people who do sex work? And for me, then the question became like, why are we afraid of sex? Why are we afraid of our sexual body? Why are we afraid of intimacy? And that at the age of 40, I was finally learning how to breathe, how to touch, how to make sounds in a way that wasn't the way that we see in films, in porn films, or in blockbuster films, in romantic comedies, but really like an embodied sexuality, one that comes from our senses. There's a very interesting conversation between the live performance and the video and how they interrelate and how one created the need for the other also. I am actually made out of flesh and bones and blood and air and water and, you know, oxygen. And that's what this piece is talking about, actually. That's the base of who we are, and that's the base of sexuality and sensuality. And until we realize that as a human race, that we're disconnecting ourselves from our own bodies, from our own potential, we're running away from ourselves, and we're running away from each other.